Peut-être que moi, je pensais que d'avoir des enfants, c'était facile. C'est ce sentiment-là d'impuissance, d'incapacité. Là, si on n'est pas du tout en avoir, on va orienter notre vie autrement, puis ça va finir là. Il y a beaucoup de préjugés autour de la fécondation in vitro au Québec. Pour nous, comme médecins dans le domaine de la fertilité, c'est vraiment un outil fantastique pour aider des couples à concevoir. Il n'y avait plus rien que j'avais fait dans ma vie qui était important. L'infirmière Liette a tiré le rideau et a dit « C'est positif! » Bonjour et bienvenue à l'émission Ça pourrait nous arriver. Aujourd'hui, on parle de fécondation in vitro, un sujet peu connu, souvent même mal perçu, mais qui permet à des tas de couples de pouvoir réaliser leur plus grand rêve, qui est celui d'avoir un enfant. Au cours de la prochaine heure, on suivra deux couples qui passent à travers des traitements de fertilité et comme invités, deux femmes qui ont vécu la même chose, qui nous parlent de leur expérience, Julie Snyder et Céline Dion. Tu sais qu'au Québec, il y a un couple sur 10 qui a des problèmes d'infertilité. Ça fait beaucoup de monde. Puis toi, tu as été la première personnalité publique à oser parler de ça. Il n'y a personne vraiment avant toi qui l'avait fait. Bien, je me suis fait beaucoup critiquer à cause de ça aussi. Tu sais, quand je parle de quelque chose, tu peux être critiqué dans la vie à être un livre fermé puis que le monde te court après parce qu'ils ne peuvent jamais rien savoir de toi. Puis tu peux être critiqué aussi parce que tu fais le contraire. Mais tu sais, dans la vie, il n'y a pas des répétitions pour tout, là. Tu sais, tu ne veux pas dire, bon, on va commencer à parler doucement, à impliquer les gens, commencer à les apprivoiser un peu pour... Tu sais, à un moment donné, ça peut t'arriver. Caroline et François, vous vous connaissez depuis combien de temps? 1994. À quel moment vous avez eu envie d'avoir un enfant, là? Je dirais au printemps 97, ça a commencé à nous chicoter pas mal, là. Quand on vient d'une grande famille comme toi, là, puis qu'on se rend compte qu'avoir un enfant, c'est compliqué, comment on réagit? Bien, on comprend pas. Moi, je comprenais pas. Puis ça a été comme une des premières épreuves où on n'avait aucun contrôle sur ce qu'on pouvait avoir comme résultat. Puis c'était assez paniquant un peu d'une certaine manière parce que c'était impossible. Julie, il y a très peu de gens qui savent que tu as eu recours à la fécondation in vitro dans ta vie. Pourquoi tu as décidé d'avoir recours à cette technique-là? Parce que j'étais pas capable d'avoir un enfant après un certain temps. Et avant de faire la fécondation in vitro, bien, tu prends des hormones, tu fais toutes sortes d'autres étapes. Et finalement, bien, on s'est rendu à la fécondation in vitro. Je m'attendais pas, moi, à l'avoir du premier coup, au premier cycle ou même au deuxième cycle, parce que je sais que statistiquement, tu as plus de chances de pas être enceinte que d'être enceinte après un cycle de fécondation in vitro. Alors, les gens sont souvent extrêmement déçus parce que c'est tellement long, puis des injections, puis il se passe plein de choses qu'ils pensent que, bon, j'en ai tellement fait que là, ça va marcher. Donc, il faut se préparer à l'échec. Et en se disant, c'est pas... L'échec, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Là, ouais. Donc, c'est la guerre à l'infertilité, finalement, que tu fais avec la fécondation in vitro. Peut-être que moi, je pensais que d'avoir des enfants, c'était facile. Oui. En me disant... Tu sais, mes parents, ils ont eu 14 enfants. Pour moi, il n'y avait pas de limite. J'arrivais à tout faire. Puis là, j'avais besoin d'aide. Je me sentais un peu mal. Comment ça, je peux pas faire un enfant? Comment ça, je peux pas avoir un enfant? Comment ça, nous autres, on peut pas faire ça? On s'aime. Ouais. On s'aime plus que les autres, là. On est le couple qui s'aime le plus au monde. Comment ça se fait? Mais il faut que je vous avoue qu'à quelque part, après 3 ans, 4 ans, je me suis dit... faut pas que je sois bébé gâté non plus, tu sais. Peut-être que ça ne nous est pas donné à nous. Peut-être qu'on a trop de choses. Peut-être qu'on est trop chanceux. Dans la vie, oui, on peut pas tout avoir. Puis je me disais, bien, peut-être qu'il faut se dire, le gars, on n'en aura pas d'enfants ensemble. 5 ans plus tard, René tombe malade. Et là, c'était pour moi le son de cloche. T'as-tu compris que t'en auras pas, là? C'est sûr que les médecins nous disent que c'est pas garanti à 100 %. Il faut rester conscient de ça. On nous donne environ un pourcentage de chance, si je ne me trompe pas, à 25 25 à 30. C'est ça, 25 à 30 de chance que ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'on vit toujours un peu sur la vague, puis on espère. Puis quand on rencontre l'infirmière suite à la prise de sang, puis qu'elle nous dit c'est négatif,
Moi, je me suis effondrée, là. Je me suis effondrée cette journée-là. Et les jours d'après? Ah oui, oui. Mon gynécologue, les médecins de René ont posé la question à quelques reprises. Vous essayez d'avoir un enfant. Vous venez d'être diagnostiqué avec un cancer. Nous vous suggérons de peut-être prendre des procédures pour mettre en banque le sperme de votre mari. On y croyait encore. La vie, c'est plus fort que tout. On y croyait encore. Et là, il y a eu une deuxième tentative qui s'est soldée par l'arrivée de Thomas. Oui, un beau petit garçon. Enfin, ça a fonctionné. Enfin, merci. Je ne croyais pas, je sais pas. C'est une longue grossesse, Thomas. Ben, Oui, ben oui, ça part. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Regarde. C'est vraiment une autre vie. La maison, elle n'a pas les mêmes sons. Notre vie de couple est devenue une vie de famille. Salut Mélanie. Ça va, Mélanie? Oui, ça va bien. Je suis contente. Salut, Sébastien. On est chez vous ce matin parce que vous avez commencé un nouveau traitement de fécondation in vitro. Et comme tous les matins, tu te piques. C'est ça, Mélanie? Oui. À quoi ça sert, cette piqûre-là? Explique-nous à quoi ça sert. C'est des hormones que je prends en vue de le prochain médicament qui va aider à la stimulation, dans le fond. Là, on parle de la stimulation des ovules Oui, pour en c'est- faire un maximum. Exactement. À tous les matins, la première piqûre, c'est aux alentours de 7h15. Comme ça. OK. Alors, je me suis fait des petites injections Que tu te Pour- faisais toi-même. que je me faisais moi-même. Et ça, c'est une petite capsule, une toute petite aiguille, on sent presque rien. Et il fallait garder cette petite capsule au frais. Il fallait pas qu'elle gèle, il fallait pas qu'elle ait chaud. Mais là, on voyageait, puis j'avais ça dans mon sac, puis là, j'étais tout le temps... Écoute, ma sacoche, j'ai jamais eu peur de me la faire voler, là. Mais là... ma carte de crédit, c'est pas grave. Mais ma petite capsule avec du liquide dedans. Et puis, je me piquais comme ça sur la petite cuisse. Bon, je savais pas trop, je chantais rien. Je me disais, ça va où, cette affaire-là? Ça va-tu vraiment voyager dans mon corps? Il me semble que c'est rien. Il me semble que je devrais le boire. Il me semble que je devrais... Tu sais, il me semble que c'est pas assez. Et là, tu sens les ovaires gonflés. Ouais. Alors, il faut pas faire de mouvements brusques et commencer à faire de la trampoline, là. Il faut comprendre aussi que ton corps est en train de changer. Alors, les ovaires grossissaient, c'était comme... On sentait vraiment comme deux petites ballons d'eau là, qui étaient très gonflées. Ça faisait pas mal, mais je sentais que c'était là. Puis là, je me disais, ben écoutons, ça marche, cette affaire-là. Bon, la fécondation in vitro, ça consiste principalement en 4 étapes. Habituellement, une femme, dans un cycle naturel, une femme qui est fertile va produire un seul ovule. En fécondation in vitro, on veut produire plus qu'un ovule en général, d'où ça demande l'administration de médicaments qui vont stimuler les ovaires, qui vont permettre à ce moment-là de produire plus qu'un ovule, idéalement, puis ce qui permet en bout de ligne d'avoir plus qu'un embryon. Donc, qui augmente les probabilités d'avoir au moins un bon embryon pour produire par la suite un enfant. Donc ça, c'est la première étape, la stimulation ovarienne. On va procéder à la deuxième étape, qui est ce qu'on appelle le prélèvement d'ovules. Et une fois que les ovules sont recueillis, donc ils sont mis dans une éprouvette, puis par la suite fécondés avec les spermatozoïdes du conjoint en laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on parle de fécondation in vitro, c'est une fécondation dans une éprouvette. 2-3 jours après avoir fécondé, des embryons qui sont produits, on va les sélectionner les meilleurs, ceux qui nous apparaissent les plus propices à produire un enfant, et on va les replacer dans la cavité utérine, ce qu'on appelle le transfert d'embryon. Qu'est-ce qui a fait que cette fois, vous avez refait une troisième tentative pour un traitement de fécondation in vitro? Mais disons, évidemment, lorsqu'on s'est mariés, le but était d'avoir, évidemment, plus qu'un enfant. Là, on est à la veille de ton test de grossesse. J'imagine qu'on se prépare aux deux avenues. Est-ce que toi, tu considères qu'après la troisième fois, tu as ton scénario de fait dans ta tête et que ça va aller, quel que soit le... Quel que soit le résultat, c'est sûr que si ce résultat-là était négatif, c'est certain qu'on va avoir une grande peine. C'est certain qu'on va le vivre, on va devoir passer par les étapes du deuil. Mais, avec un grand mais, on a notre petit garçon, on a notre Thomas. L'autre chose aussi qui met un baume un peu, c'est que cette fois-ci, on a des embryons congelés.
Alors, si demain, c'est négatif, il faut se garder une rationnelle puis se dire il y a d'autres options, il y a d'autres possibilités encore qui restent, sans repasser à travers tout le processus. Parce que ça c'est sûr que c'est terminé. J'aurais peut-être aimé ça, que les gens sachent que moi aussi, j'étais dans ça. Excusez. Mais ça fait 8 ans qu'on essaie d'avoir des enfants. OK. On a eu, dans les dernières 8 années, j'ai fait 2 fausses couches, 2 grossesses ectopiques. Fait que j'ai une trompe que j'ai pu, puis l'autre est bouchée par les 2 bouts. Fait que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'ovule, pas de spermatozoïde qui peut passer là. Vous autres, dès le départ, quand vous avez décidé d'avoir recours à la fécondation in vitro, est-ce que vous vous êtes donné un maximum de cycles que vous vouliez faire? Au départ, quand tu vas à la clinique, tu peux choisir d'y aller une à la fois, là, un cycle à la fois, ou tu peux choisir de prendre un 3 pour 1 qui appelle. Mais tu payes un certain montant et tu as le droit à 3 fécondations.
OK. Moi, j'ai dit, ben on en a discuté, puis moi, mon point de vue personnel, c'était de dire, ben on va l'essayer un à la fois. Là, êtes-vous Fait dans que- votre troisième ou dans votre deuxième? Dans le Là, on est deuxième. dans le deuxième traitement là, qu'on fait vraiment. Là. Puis on s'est donné 3. C'est pas agréable. Un moment donné, là, j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Là. Si ça fonctionne pas, là, si on n'est pas dû pour en avoir, on fera va autre orienter chose. notre vie autrement, puis ça va finir là. Ouais. On ne traînera pas ça encore 10 ans. là. J'ai fait un cycle de fécondation in vitro. Et puis, là, j'étais pleine d'espoir. Et puis, là, t'attends à peu près 11-12 jours avant de passer ton test de grossesse. Et là, tu passes un test de grossesse sanguin. Et là, ça prend une demi-heure avant d'avoir le résultat. Cette demi-heure-là est sûrement la demi-heure la plus longue de ta vie. Ouais. Tu essaies de deviner, tu entends le pas de l'infirmière, tu te dis est-ce qu'elle a un pas joyeux, un pas, comment elle ouvre la porte, tu essaies de deviner. Là. Ce qui fait que moi, la première fois, j'ai pas voulu rester à la clinique parce que ça me stressait trop. Je me suis dit, je vais bouger. je vais essayer de deviner, je vais devenir folle. Donc, je suis partie avec mon conjoint, on est allé prendre un café. Puis là, le téléphone a sonné, son téléphone à lui a sonné. Puis là, j'ai vu tout de suite dans son visage que c'était négatif, puis il n'a pas eu besoin de me le dire. Et puis, c'est une grande déception. Et là, la deuxième fois, mais le test est positif. Test de grossesse positif. Fait que t'as vécu cette joie-là. Oui, je me rappelle, l'infirmière Liette a tiré le rideau, elle a dit c'est positif. Et quelques semaines plus tard, je suis allée à l'échographie pour voir si le cœur battait. Et le cœur battait pas. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Oui, il paraît que ça arrive. Puis ça m'arrivait. Moi, je vais vous dire, en allant chercher la réponse le matin, ma plus grande peur, c'était même pas la réponse, c'était la réaction à Mélanie. Parce que je me disais déjà dans ma tête, si c'est négatif, comment je vais la remettre debout, là? Tu sais, parce que déjà, on avait perdu 4. C'est 4 échecs là, qu'on a eus. C'est 4 situations qui ont été difficiles. Puis là, c'est encore plus difficile. À chaque fois, là, c'est pas moins pire parce qu'on est habitué. Là, on s'habitue jamais. Fait qu'à chaque fois, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Là, parce qu'on s'en va vers... on s'en va vers moins de succès. Là, puis aussi, on est avec d'arrêter, on le sait. Là. Moi, ce que je trouve le plus dur, c'est de m'occuper d'elle. Puis si je dis ça, c'est pas égoïste, là. Elle, c'est plus dur physiquement, puis c'est plus dur moralement, je pense, pour la femme que pour l'homme. Fait qu'elle, elle a toujours quelqu'un pour prendre soin d'elle. C'est bon, super. Mais moi, je suis seul. Tu sais, je suis chanceux parce que j'ai un ami. Tu peux prendre le temps, Sébastien. On peut arrêter un peu. J'aurais peut-être aimé ça. Pouvoir en parler. Ben, pas juste d'en parler, mais que les gens... que les gens sachent que moi aussi, j'étais dans ça. Excusez. On est présentement à l'hôpital Royal Victoria, où est situé le centre de reproduction McGill. C'est aujourd'hui la grande journée pour Caroline et François. Et dans quelques minutes, Caroline va savoir si elle est enceinte. Alors, dès qu'elle a le résultat, elle s'en vient nous l'annoncer. On se croise les doigts. Non! C'est pas vrai! Oui, on l'a. C'est positif. Bravo! Félicitations! C'est très positif. Oui! Ça veut-tu dire qu'il y en a peut-être deux? Peut-être 2. Le résultat, à Thomas, on avait 133. J'ai mis qui trans. Là, c'est 795. Fait que c'est beaucoup. C'est Mon Dieu, c'est merveilleux! Puis là, Francine, est-ce qu'elle était là, ta sœur? Ben non, on l'a revue 2-3 minutes après parce qu'elle était avec ma petite sœur Josée. Elle est Ah, là. viens, Francine! C'est merveilleux. C'est mon coach. voir. Fait qu'une deuxième fois. Oui.
Puis là, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Comment? On revient le 23 mars pour une échographie, pour voir combien de petits cœurs. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. Ah ouais. Un autre miracle. Vous autres, là, dans les bons moments, là, comme dans les moins bons, mais là, c'en est un merveilleux. Ah ouais, merveilleux. Vous aimez ça, aller à l'oratoire? Est-ce que... Ouais, on a plein de merci à dire, là. Vous avez plein de Il faut aller dire merci. Il faut aller dire merci. On a fait 5 échographies depuis le début pour voir l'évolution des follicules. Et puis, c'est ce matin qu'on s'en vient faire le prélèvement des ovules. Et aussi, ils vont recueillir le sperme aujourd'hui. Suite à ça, après ça, là, ils vont faire le mélange. Ils vont mettre les deux ensemble pour féconder les ovules. Alors, on vous donne des médicaments pour la douleur. Ensuite, je vais faire une anesthésie locale au niveau du vagin. Et puis, on va être prêt à faire le prélèvement. D'accord? Vous allez voir sur l'écran ici, si vous voulez regarder. On est déjà dans le premier follicule qu'on est en train d'aspirer. On voit le follicule qui rapetisse à mesure que le liquide s'accumule dans le tube. Donc, c'est ce qu'on va donner à l'embryologiste pour identifier les ovules. D'accord? Alors, je vous donne ceci quand même. Très bien. Alors, on a déjà aspiré le premier follicule, donc vous semblez assez confortable. C'est qui est l'autre côté? C'est Simon, l'embryologiste. Okay. Vous connaissez Simon? Oui. C'est bien. Ce que vous voyez en haut, c'est ce qui se passe en dessous du microscope quand l'embryologiste regarde le liquide pour identifier les ovules. Alors, on a presque aspiré tous vos follicules. OK, il en reste quelques-uns de votre côté droit, mais ça va très, très bien. On va prendre l'ovule. 19. C'est quoi la moyenne? C'est 8. Excellent. Ça va? On retire, on a terminé. Ça va? Oui, bon. Les 20 ovules, c'est super bon. Bien là, ils ont enlevé les ovules. Ils en ont compté 20. Puis après ça, ils vont aller faire la fécondation. Ils ont donné bien des médicaments là, pour que ce soit moins dur pour elle physiquement. Relaxer. Là, pour relaxer, c'est ça. C'est bien, c'est fait. Aujourd'hui, on va mettre en contact les spermatozoïdes du conjoint avec les ovules. Dans ce cas-ci, on va faire ce qu'on appelle la micro-injection. On va introduire dans chacune des ovules un spermatozoïde du conjoint. Et ensuite, on va voir le développement des embryons. Mais on va se garder environ 7 ou 8 embryons qu'on va laisser en culture et qu'on va suivre au fur et à mesure dans les prochains jours jusqu'à ce qu'on ait, au jour 3, déterminer les meilleurs embryons. On va transférer à ce moment-là, à l'intérieur de l'utérus, les meilleurs embryons. Quand il a retiré tout ça, moi, je me rappelle pas d'avoir rien senti. Tous des ovules. Et là, j'espérais juste qu'il y en ait, là, des ovules. Et il y en avait 16. C'est bon. Bien, j'étais contente. On est 16 chez nous. Alors, moi, bon. j'en voulais juste une, je me disais. Oui. Mais t'en as 16. Là, il y en avait 16. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, on va mettre tous ensemble et en espérant que ça prenne. Que ça soit fécondé. Que ça soit fécondé, tout ça. Et on va vous appeler. Ça devrait prendre 3 jours. Écoute, j'ai probablement pas respiré pendant 3 jours. Est-ce qu'il y a un nombre maximal d'embryons qu'on peut éthiquement implanter à une femme? En fait, ce qu'on pense, c'est transférer plus de 3 à 4 embryons. Ça augmente pas le taux de succès, mais ça augmente le risque de grossesse multiple. Donc, on peut dire quand même que même si on transfère 3 embryons, dans la grande majorité des cas, c'est des grossesses simples. Dans peut-être 20-25 des cas, il va y avoir des jumeaux, puis dans 5 des triplets. Mais quand on tombe dans ces cas-là de triplets, c'est d'exposer les couples à une grossesse à risque. Bonjour, ça va bien? Très bien. On va vous montrer sur l'écran vos embryons. Vous voyez, les 2 petits embryons. Donc vous allez voir Simon qui va les faire monter dans le cathéter. Le cathéter, ce qu'il faut comprendre, il fait 1 mm de diamètre. Ça vous donne une idée de la taille des embryons qui mesurent 1/10 de millimètre. On voit le cathéter, voyez-vous? Vous voyez le cathéter qui arrive. On passe le cathéter dans le col. Voilà. Et hop, vous avez vu? Voilà. Les embryons sont en place. Ils viennent d'être déposés. Et là, je m'en vais tout doucement
Vous voyez le petit point blanc au centre? C'est probablement la bulle avec les embryons à l'intérieur. Donc voilà, donc on a la confirmation du laboratoire. Les embryons sont bien au bon endroit. Donc on espère qu'ils vont rester longtemps. Oui, merci beaucoup. Les chances, si on tient compte de son groupe d'âge, de son rang de tentative, par rapport aux résultats qu'on a pu avoir l'année dernière, on est à plus de 60% de grossesse évolutive. Quand on dit grossesse évolutive, c'est-à-dire qu'on voit un petit cœur qui bat à l'échographie. Ce n'est pas juste un test positif sanguin ou urinaire, c'est un petit cœur qui bat. Il me dit, écoute, je suis tellement content que ce soit un garçon. Parce que je sais que ce petit garçon-là va prendre soin de toi plus tard. Deux semaines après être venue au centre de reproduction McGill avec Caroline et François, on est de retour ce matin pour une échographie qui va nous dire combien d'embryons se sont accrochés et surtout s'il y a un petit cœur qui bat.
Pas trop chaud. Ouais, non. Il y a deux. Alors, on voit 2 petits sacs de grossesse. Un premier ici. On voit le petit cœur. On voit le cœur, on voit le cœur. La petite activité cardiaque aussi. Oui, oui. Là, on le voit bien. Puis on le voit à droite aussi. On voit les deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Vous allez avoir un double suivi de grossesse, Dr. Sylvestre. C'est le fun. Félicitations. Plus belle. C'est un début. Le docteur Ackerman, mon gynécologue, est arrivé le 7 pour une prise de sang et le lendemain est arrivé encore pour une autre prise de sang. Et je me rappelle, je mangeais des toasts, je prenais mon petit déjeuner et pris ma prise de sang. Le téléphone sonne, Dr. Ackerman répond. Hold on one second. Céline, téléphone, c'est Dr. Rosenwax. Ah, Dr. Rosenwax. Moi, j'étais comme, Je prends le téléphone. Il me dit pas bonjour. Congratulations. You're pregnant. J'ai même pas dit. Je me rappelle pas d'avoir rien dit. J'ai laissé tomber le téléphone, je suis revenue m'asseoir, j'ai mis mes 2 mains dans mon visage. Puis là, il a mis ce speakerphone. Là, ma sœur Linda pleurait, Alain pleurait, mon beau-frère, son mari, René, moi. Je pleurais, je pleurais tellement, là. Je le croyais pas. Jour pour jour. Le 8 juin. René s'est fait dire qu'il n'avait aucune trace de cancer à ce moment-là. Jour pour jour. Jour pour jour. Ça a été plus grand que la vie pour nous autres. Ce moment-là était... Il n'y avait plus rien que j'avais fait dans ma vie qui était important. C'était le premier jour de ma vie. Là, j'avais envie de refaire un 3e cycle de fécondation in vitro. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je me change un peu, pas les idées, mais que je me change d'air un peu. Ouais. Finalement, la vie t'a joué un tour parce que t'es tombée enceinte naturellement. Là, ça a dû te surprendre énormément. Je le croyais pas, j'ai passé 2 tests de sang pour être sûre. Puis là, mon médecin m'a dit, regarde, là, Julie, t'es vraiment, vraiment enceinte, là. On a 2 tests de sang. On peut pas être plus sûr que ça. Je pense que Thomas, c'est Pierre-Carl qui a choisi son nom, mais moi, j'étais d'accord avec ce prénom-là parce que j'y croyais pas, là, comme le Thomas de l'Évangile. J'étais incrédule. Franchement, là, j'y ai cru juste quand je l'ai vu. Puis là, le jour est venu où... T'as passé l'écho? Passé l'échographie, en espérant de voir un petit clin d'œil, un petit cœur qui battait. Puis quand ils ont dit « Here it is », « Here it is », il y a un petit cœur. J'ai même pas regardé, j'ai fait ça comme ça. On voit le petit cœur, il y en a un. Puis là, on va regarder voir s'il y en a un autre. Moi, j'étais rendue maintenant, j'étais engourdie. J'étais engourdie. Là, j'ai finalement pu regarder, puis j'ai vu ce petit cœur. Puis je me suis dit, quelle fragilité, quel miracle, que la vie est extraordinaire. Et quand je suis allée à l'hôpital passer l'échographie,
et qu'on s'est fait dire que c'était un petit garçon. Que de larmes, bien sûr, que de bonheur. Et j'ai dit à René, est-ce que tu es content? Il me dit, écoute, je suis tellement content que ce soit un garçon. Ah, j'ai dit, pourquoi? Parce que tu as les deux, tu as 2 garçons et une petite fille. Peut-être parce que tu veux qu'Anne-Marie reste ton petit bébé, ta petite fille chérie, peut-être. Il dit non. Parce que je sais que ce petit garçon-là va prendre soin de toi plus tard. Je ne pense pas que lui pensait de pouvoir aimer encore à ce niveau-là. C'est ça le miracle de l'amour, c'est ça le miracle de la vie. 3 traitements, là, dans notre cas, si on se fie au premier, ça va monter à tout près de 24 000 là, pour les 3. On permet aux femmes au Québec d'avorter de façon libre et gratuite le nombre de fois qu'elles le souhaitent. Bien, il y a des gens qui veulent des enfants, mais on ne les aide pas. Quand tu as parlé de l'embryon congelé,
il y a quelques années. Tu étais, encore une fois, la première à parler de ça. Les gens ont fortement réagi, ils ne comprenaient pas c'était quoi. Et pourtant, les couples qui sont en clinique de fertilité, la plupart du temps, ils ont des embryons congelés. Oui, pratiquement tous. Ce qui est arrivé dans notre cas, c'est que nous en avions beaucoup. Nous en avions mis 3. Et là, les autres étaient plus ou moins forts. Mais là, il y en avait un, celui-là, 2 jours plus tard, était aussi fort. Les embryons qu'ils ont mis en moi avaient 3 jours. Oui. Celui-là est allé jusqu'à 5 jours. C'est ce qu'on appelle blastocyste. Ces embryons-là qui existent, on peut les congeler. Si la première fois, ça ne fonctionne pas, on a peut-être une chance, sans repasser à travers toutes ces piqûres et ce cheminement qui est beaucoup demandant, on peut reprendre des embryons qui sont existants congelés, les décongeler et les réimplanter à nouveau pour faire un 2e ou un 3e essai. Alors, nous avons un embryon de 5 jours qui est congelé. Souvent, j'entendais, moi, des commentaires comme « Oui, mais éthiquement, est-ce que congeler un embryon, c'est valable éthiquement? » Mais un embryon, c'est quelques dizaines de cellules. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est valable d'avorter un enfant à 16 semaines, à 20 semaines, à 24 semaines? Souvent, on a mêlé la fécondation in vitro comme un traitement, puis tout ce qui est clonage ou manipulation génétique, alors que la fécondation in vitro, pour nous, comme médecins dans le domaine de la fertilité, c'est vraiment un outil fantastique pour aider des couples à concevoir. Et ça se limite en général à ça. On entend souvent dire les couples infertiles, ils sont désespérés, ils sont prêts à tout pour avoir un enfant, ils se pitcheraient sur n'importe quoi. Moi, je trouve pas que c'est vrai, ça. Je pense que c'est des gens qui sont très réfléchis, qui ont beaucoup lu, qui sont informés, qui prennent cette démarche-là au sérieux. C'est pas des têtes folles ou c'est pas des gens qui sont là n'importe quoi. Au contraire, c'est des gens très renseignés. Il y a beaucoup de préjugés autour de la fécondation in vitro au Québec, alors qu'ailleurs dans le monde, il y en a beaucoup moins. C'est le ministre des Finances, qui était M. Bernard Landry, dans le temps, qui a accepté de faire en sorte qu'il y ait un crédit d'impôt remboursable pour les couples infertiles. Bon, c'est pas énorme, je dirais, mais c'est au moins une certaine reconnaissance que l'État appuie les couples infertiles. C'était pas difficile à comprendre. Un des problèmes majeurs du Québec contemporain, c'est le taux de natalité. Après avoir eu un des plus élevés de l'espèce humaine, on a un des plus bas. Alors, tout ce qui peut favoriser la naissance d'enfants par des procédés acceptables, scientifiquement reconnus, ce qui est le cas de la fertilisation in vitro, doit être appuyé. Alors, je n'ai pas été difficile à convaincre. J'étais ministre des Finances à l'époque, vous l'avez dit. J'ai fait ce crédit d'impôt pour appuyer des gens dont l'œuvre me semblait fondamentale. Madame Marois, à la suite du crédit d'impôt de 25 accordé par Bernard Landry, vous avez majoré ce crédit d'impôt-là à 30 alors que vous étiez ministre des Finances en 2001. Maintenant que vous êtes chef du Parti québécois, avez-vous l'intention de faire davantage si vous êtes au pouvoir? Oui. Oui. Et moi, je souhaiterais faire davantage pour l'ensemble des familles du Québec sur plusieurs fronts. Et je crois que lorsque des parents des couples souhaitent avoir des enfants, il faut les accompagner. Il faut les aider de la meilleure façon possible. Et c'était un pas dans cette direction-là au moment où on l'a fait. Et vous savez, des fois, on se dit, comment ça fait qu'on ne s'est pas occupé de ça avant? Ça n'avait pas de bon sens. Et moi, je crois que maintenant qu'il faudrait aller plus loin. Évidemment, en établissant des balises, avec les spécialistes, avec les médecins, ça va de soi. Puis moi, je n'ai pas la prétention de connaître ça parfaitement, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il y a une question de coût aussi. L'argent, ça rentre en ligne de compte. Là. C'est une autre hypothèque. Là. C'est une autre hypothèque. Oui, bien, c'est des sous. Bien, tu sais, trois traitements, là, dans notre cas, si on se fie au premier, ça va monter à tout près de 24 000 là, pour les 3. Vous trouvez pas ça illogique que des couples doivent s'endetter pour les années à venir pour espérer avoir un enfant? Bien, il y a une façon ici de déterminer les priorités. Qu'est-ce qu'on doit traiter avec le système de santé? Est-ce qu'on doit traiter des pathologies ou répondre au désir de tout le monde d'avoir une vie meilleure? Et c'est un peu de ça dont on parle. Et c'est très désirable d'avoir des enfants et chacun le souhaite, mais ça ne fait pas partie des droits fondamentaux des individus. On permet aux femmes au Québec
d'avorter de façon libre et gratuite le nombre de fois qu'elles le souhaitent, et ce, jusqu'à 24 semaines. Et je comprends que l'avortement est libre et gratuit. Je comprends aussi que la vasectomie est libre et gratuite. Je comprends que tu peux te faire ligaturer les trompes et que c'est gratuit, alors que c'est très coûteux, une ligature de trompe. En France, l'État prend en charge jusqu'à 4 cycles de fécondation in vitro à 100 %, tout compris. On veut que les gouvernements bougent, on veut qu'ils reconnaissent que l'infertilité est une maladie, parce que le milieu médical le reconnaît, mais pas au niveau gouvernemental. C'est bizarre que le traitement de l'infertilité, comme société, on a fixé des règles au fil des années, puis à la Régie de l'assurance maladie, on a mis en place des règles. Bien, le traitement de l'infertilité n'a jamais été admis comme une condition médicale à la Régie de l'assurance maladie, alors que des traitements, exemple, un homme qui va avoir une vasectomie, et même changer d'idée, se faire rebrancher, et une nouvelle vasectomie quelques années plus tard, ça, c'est tout couvert. Alors, il y a sur le plan de nos choix de société, bon, ça s'est fait de bonne foi, puis ça s'est fait sur différentes années, en même temps que la science avançait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser des questions sur, bon, on fait quoi avec ça? Puis oui, il faut reconnaître le traitement de l'infertilité. Pas nécessairement tous les traitements à tous les coûts possibles, mais minimalement qu'il y en ait un bout là, qui soit couvert par la Régie de l'assurance maladie. Tu sais, si ça fonctionne, on oublie tout, ça fait tout oublier ce qu'il y avait avant. C'est correct. Mais tu sais, moi, je vais encore payer la fécondation si je suis enceinte puis que ça fonctionne. Il va falloir quand même que j'achète du lait, il va falloir quand même que j'achète des couches. Mais en même temps, je vais encore payer ce bébé-là. Tu sais, j'avais pas, malheureusement, là, j'avais pas comme 20 000 dans mon compte. Me dire, un jour, où j'ai une fécondation, là. On est déjà aux prises avec un problème de financement à long terme pour le panier de services que nous avons. Alors, avant d'augmenter ce panier de services-là et d'augmenter la gamme de services assurés, il faut se poser de sérieuses questions. Alors, ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas l'intention d'ajouter quoi que ce soit au panier de services de l'assurance Ce n'est pas notre intention actuellement, mais cependant, encore une fois, de continuer le programme généreux que le Québec a sur le plan fiscal et même de le bonifier compte tenu du fait que les changements législatifs qu'on va apporter vont probablement amener les couples à devoir subir plus de tentatives pour concevoir en raison du problème de grossesse multiple qu'on veut diminuer ou limiter au maximum. Nous, on se pose des questions. Il n'y a plus d'enfants pour payer, la société vieillit, la population vieillit, qui va nous faire vivre, qui va payer nos frais médicaux? Bien, il y a des gens qui veulent des enfants, mais on ne les aide pas. Nous avons le taux le plus élevé de ligature des trompes et de vasectomie d'Occident, plus le taux le plus élevé d'avortement. Alors, il est temps de regarder la réalité en face. Pas pour dire aux gens, faites ci, faites ça. On ne viendra pas aux familles de 12-15 enfants, là, c'est terminé, c'est derrière nous. Mais au moins, faciliter les choses pour les gens décider d'avoir des enfants. Rien que ça, ça relance la natalité. On le voit là, on a des premiers chiffres timides, mais on semble qu'on va dans la bonne direction. Et c'est le rôle des gouvernements d'étudier la situation. Et si on peut faire plus, il faut faire plus. On a beau parler d'une société distincte puis de la culture du Québec à renouveler, mais si on fait pas d'enfants, là, ça pose des grosses questions. Je pense que ça coûterait sûrement moins cher à la société, en tout cas à long terme, d'aider les couples à avoir des enfants. Oui, tu peux vous asseoir, ça va très bien. Pour les résultats, ça va être d'environ 1 heure. Est-ce que vous allez attendre ici ou on vous téléphone? Non, je vais attendre ici. Parfait. Grand jour aujourd'hui. Oui. Inspirez bien. Et voilà. Vous allez garder ça pour une quinzaine de minutes. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Bonjour, Granny. Regardez, c'est content.
c'est le grand jour. La peau est déjà coupée. Ça va bien? On est déjà une étape de fait. C'est la fille. Félicitations, Garo. Fait que Marie est là. Ah, elle est belle! Allez, c'est bon! Je vois sa bouche. Tu vois sa bouche? Moi, je vois ses petits pattes. Ils sont là! Oui. Ils sont là! Bonjour, regardez, c'est content! C'est Marion? Alors? Maman est là. Maman est là. Maman est là. Ma petite puce. T'es toute tranquille. Le couple Misel, les aider. Négatif, hein? Négatif. Allez. Ça m'attendait un petit peu. Sur la journée de la réponse, on s'en attendait beaucoup. Physiquement, je le sentais pas et tout ça. On s'était pas trompé non plus. Puis après ça, on s'est laissé un petit peu du temps pour penser. On a parlé un peu de l'adoption, parce qu'on veut faire une autre tentative de FIV. OK. Une troisième, la dernière. On se laisse un peu de temps, parce qu'on est un petit peu fatigué aussi de tout ça. Ouais. Est-ce que vous continuez de payer pour les traitements qui n'ont pas fonctionné? Oui. On en a pour plusieurs années à payer. On a pris la décision, on va vivre avec notre décision. C'est déjà bien qu'on était capable de se le permettre. Parce que oui, il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui sont pas capables, puis il n'y a pas personne pour les aider. Nous, on pouvait se le permettre. Par contre, c'est certain qu'on a fait un pas en arrière dans notre vie du côté financier. C'est certain, on a reculé, là. Ça va être la même chose si on fait l'adoption aussi. Quand tu veux un enfant puis que tu n'es pas capable d'en avoir, tu comprends toutes les autres femmes qui vivent ce que tu vis. Puis, moi, au moins, j'avais l'espoir. En faisant de la fécondation in vitro, ça te donne un espoir aussi. Donc, ça t'aide. Et tu te dis, bien, si je fais 6 cycles de fécondation in vitro puis que je suis pas enceinte, bien, au moins, j'aurai essayé. Tandis que la femme qui peut même pas essayer, elle, toute sa vie, elle va vivre avec le chagrin de se dire, mais peut-être que si j'avais pu ou si j'avais eu la chance, j'aurais peut-être eu un enfant. Donc, je pense que même si ça ne fonctionne pas, la fécondation in vitro t'aide sûrement à faire ton deuil parce que tu te dis, bien, j'aurais tout fait, j'aurais tout essayé. Mais on va aller jusqu'au bout de tout. Puis si, en fin de compte, ça s'arrête, je pense pas qu'on va dire que
que c'était pas correct ou que, tu sais, on a fait On pourra dire qu'on est allé... jusqu'au bout nous autres, même, dans le fond. C'est ça. De Ça, nos c'est idées. important. Oui, oh, Ouais. oui. On Oui, pourra oui. jamais se reprocher plus tard, mais qu'on ait 60 ans, de se dire on aurait dû. On se dira pas ça. Parce qu'on va l'avoir fait. Il y a du monde qui mérite d'avoir des enfants qui sont pas capables d'en avoir. Puis il y a du monde qui ont des petits puis qui devraient pas en avoir. Qui barouettent de un bord puis sur l'autre puis qui en prennent pas soin. Puis qu'il y en a qui mériteraient de se faire donner des sous puis des encouragements jusqu'au bout parce que c'est des gens d'amour, des gens de rêve, des gens qui deviendraient parents extraordinaires puis qui n'ont pas cet appui-là. C'est un peu injuste, non? On est tout seul dans ça, là, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul quand on est arrivé à la clinique de fertilité puis qu'on a vu que dans la salle, il y avait tellement de couples assis là. J'ai dit jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de monde. Quand les gens rentrent, là, ils ont tous la même démarche. Ils baissent la tête. Là. C'est comme ils ont honte de quelque chose. On dirait qu'ils ont une grosse MTS au-dessus de la tête. Là. Et là, ils s'assoient. Là. Puis là, ça dure à peu près 10-15 secondes. Puis là, à un moment donné, ils commencent à lever la tête et à regarder les autres. Puis là, ils font comme des petits sourires à leur conjoint. On leur dit, regarde, lui, il a l'air normal, tu sais. Puis, tu vois qu'ils se demandent, c'est-tu le gars qui est infertile, c'est-tu la fille qui est infertile? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir, eux autres, là? Et puis là, en plus, moi, dans la salle d'attente, quand ils me découvraient, moi, mais là, c'était le jackpot.